On s'est déjà demandé comment les géants de la tech font pour prédire nos prochains achats, ou même comment le prix d'une maison est fixé. Eh bien aujourd'hui, on va justement lever le voile là-dessus. On va décortiquer ensemble, de A à Z, un projet de machine learning complet, de la toute première idée jusqu'à son lancement. Et pour nous guider dans cette aventure, on a un allié de poids, le deuxième chapitre d'un livre qui est une vraie référence dans le milieu, Hands-on Machine Learning. Autant dire qu'on va suivre une méthode qui a fait ses preuves, reconnue par les meilleurs experts du domaine. Alors c'est parti, on se met dans la peau d'un data scientist. Notre toute première mission, si on l'accepte, plonger dans les données du recensement de Californie pour construire un modèle qui peut prédire les prix de l'immobilier là-bas. Un défi super concret, on est d'accord ? Mais attention, avant même de taper la moindre ligne de code, il y a une étape absolument fondamentale, bien comprendre le problème. On n'est pas là juste pour sortir un chiffre, non. La vraie question, la question business, c'est à quoi va servir ce modèle ? Comment est-ce que nos prédictions vont aider à prendre de meilleures décisions d'investissement ? C'est ce pourquoi qui va vraiment guider tout notre travail. Bon, alors voici le plan de match. C'est une feuille de route en 8 étapes qu'on va suivre. D'abord, on prend du recul pour voir la situation dans son ensemble. Ensuite, on récupère les données. Puis, phase d'exploration pour les comprendre, avant de les préparer pour nos algorithmes. Vient le moment de choisir et d'entraîner un modèle, puis de le peaufiner. Enfin, on présente la solution et on la met en service. C'est une checklist super fiable qui marche pour quasiment tous les projets de machine learning. Allez, c'est parti pour l'étape de découverte. C'est un peu le début de l'enquête, on enfile notre casquette de détective et on plonge dans les données pour dénicher les premiers indices. Dès le premier coup d'œil sur les données, il y a un truc qui cloche. Regardez bien. La plupart des colonnes ont 20,540 lignes, mais celle qui compte le nombre total de chambres, total_bedrooms, en a un peu moins. Et ça, c'est notre premier vrai défi, il nous manque des données. Les algorithmes, eux, détestent les cases vides, donc il va falloir s'en occuper. Ok, première tentative de visualisation. On met les points sur une carte de la Californie. Bon, pour l'instant, ça nous dit juste où sont les districts. C'est un peu comme regarder une photo de foule sans savoir qui est qui. L'image est là, mais l'histoire, elle, reste cachée. Pour la faire parler, il va falloir ajouter de l'information. Et voilà, d'un coup, la carte prend vie. Comment ? On a simplement ajouté 2 dimensions, la taille du cercle pour représenter la population et la couleur pour le prix. Et là, c'est limpide. On voit tout de suite que les zones les plus chères, en rouge, sont le long de la côte, près des grandes villes comme LA ou San Francisco. On est passé de chiffres bruts à une véritable histoire, juste avec une bonne visualisation. L'analyse des chiffres vient confirmer ce que nos yeux nous disaient. En calculant les corrélations, c'est-à-dire à quel point les variables évoluent ensemble, il y en a une qui se détache très nettement, le revenu médian. C'est de loin le facteur le plus fortement lié au prix des maisons. Bingo, on tient notre piste la plus sérieuse pour construire notre modèle. Et parfois, les données qu'on nous donne ne sont pas les plus parlantes. Prenez le nombre total de pièces dans un district. C'est un peu vague, non ? Ce qui serait bien plus intéressant, c'est le nombre de pièces par foyer. Alors on le crée, on divise une colonne par une autre et hop, on obtient une nouvelle information bien plus pertinente. C'est ça ce qu'on appelle l'ingénierie des caractéristiques, c'est l'art d'être créatif pour faire dire plus de choses aux données. Bon, on a bien exploré, on a quelques pistes intéressantes. Maintenant, il faut passer au nettoyage de printemps. C'est l'étape de préparation des données. Parce qu'un algorithme, c'est un peu comme un chef cuisinier très exigeant. Il lui faut des ingrédients parfaitement calibrés, propres et prêts à l'emploi. Il ne va pas se contenter de nos données brutes. La grande question, c'est donc comment on transforme ce bazar de données du monde réel en quelque chose de digeste pour un algorithme. Parce que, je le répète, les modèles veulent du propre, du numérique et des chiffres qui sont tous plus ou moins dans la même échelle. La solution, c'est de construire ce qu'on appelle un pipeline de transformation. Imaginez une sorte de chaîne de montage pour nos données. Chaque étape a une tâche précise. La première s'occupe des valeurs manquantes, la suivante transforme le texte en chiffres, une autre met tout à la même échelle. L'avantage énorme, c'est que c'est automatique et reproductible. Plus tard, quand on aura de nouvelles données, on les passera dans le même pipeline et elles seront prêtes en un claquement de doigts. Et pour bien voir ce que ça change, regardez cet exemple. À gauche, on a la distribution de la population. On voit qu'elle est très écrasée, avec une longue queue vers la droite. Beaucoup de modèles ont du mal à travailler avec des distributions comme ça. Mais si on applique une petite transformation mathématique, un logarithme, on obtient la courbe de droite, beaucoup plus jolie, en forme de cloche, bien symétrique. Et cette forme-là, les algorithmes adorent, ça les aide vraiment à mieux apprendre. Ça y est, nos données sont nickel, prêtes à être utilisées. On arrive maintenant au plat de résistance, le cœur du sujet. On va enfin entraîner nos modèles.
L'idée, c'est de mettre plusieurs algorithmes en compétition pour voir lequel est le meilleur élève, celui qui apprendra le mieux à prédire les prix. Et là, la stratégie, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On va commencer par un modèle simple, comme une régression linéaire, pour avoir une base de comparaison, un score de référence en quelque sorte. Et ensuite, on va sortir l'artillerie lourde, avec un modèle plus complexe, comme une forêt aléatoire, pour voir si on peut faire beaucoup mieux. Alors, comment savoir si un modèle est vraiment bon ? On pourrait le tester une seule fois, mais ce ne serait pas très fiable. La meilleure technique, c'est la validation croisée. Pensez-y comme ça. Pour évaluer un élève, on ne lui fait pas passer un seul contrôle surprise. On lui fait passer plusieurs examens sur différentes parties du programme. Là, c'est pareil. On va entraîner et tester notre modèle sur plusieurs morceaux des données pour avoir une mesure bien plus solide et réaliste de sa performance. Après nos tests, il y a un modèle qui sort du lot, la forêt aléatoire. C'est le plus prometteur. Mais on ne s'arrête pas là, on peut encore l'améliorer en réglant ses hyperparamètres. Ce sont en gros ces boutons de configuration. En cherchant la meilleure combinaison de réglage, on arrive à faire chuter l'erreur de prédiction de presque 20 000 $. C'est énorme, ça change tout. Ok, on a un super modèle optimisé aux petits oignons. On pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. Avoir un bon modèle sur son ordinateur, c'est bien. Mais pour qu'il soit vraiment utile, il faut qu'il tourne dans le monde réel, en production. Et ça, c'est une autre paire de manches. En fait, le déploiement, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début d'une nouvelle vie pour notre système. Un système de machine learning, ce n'est pas un logiciel qu'on installe et qu'on oublie. C'est un composant vivant. Il faut le nourrir avec de nouvelles données, surveiller sa santé, s'assurer qu'il ne déraille pas. Une fois que le système est en ligne, le vrai travail de maintenance commence. On doit le surveiller en permanence. Pourquoi ? Parce que le monde change. Les données d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Si on ne fait rien, la performance du modèle va se dégrader petit à petit. C'est ce qu'on appelle le modèle rot, la pourriture du modèle. Pour éviter ça, pas de secret, il faut le réentraîner régulièrement avec des données fraîches. Et voilà, on a fait le tour complet du processus. On a vu toutes les étapes, de la définition du problème jusqu'à la maintenance. Mais comme pour tout, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. D'ailleurs, le livre lui-même nous met au défi. Il nous propose des exercices comme essayer un tout autre type de modèle, un régresseur à vecteur de support, pour voir ce que ça donne. C'est en expérimentant comme ça, en testant d'autres approches, qu'on progresse vraiment et qu'on développe sa propre expertise. Ce qu'on vient de voir, c'est un plan solide, une feuille de route fiable pour mener un projet de A à Z. Mais ça ouvre une question encore plus grande, non ? Une fois qu'on maîtrise cette méthode, où est-ce qu'on peut encore s'améliorer ? Faut-il chercher de meilleures données, être encore plus créatif dans la création de caractéristiques, ou attendre des algorithmes toujours plus puissants ? Finalement, cette recherche du meilleur modèle, c'est sans doute ça le véritable moteur de l'innovation dans tout ce domaine.